Le principe numéro 5, c'est que les gens améliorent l'échange, je voulais dire, les échanges améliorent le bien-être de tous. Ce principe signifie que les gens peuvent bénéficier de la coopération et de la spécialisation. Par exemple, si vous êtes bon en mathématiques et que votre ami est bon en français ou en économie, vous pouvez vous entraider à apprendre l'un de l'autre. Ou si vous produisez, si un gouvernement produit du riz et que l'autre pays produit du blé, donc nous on produit du riz et on importe du blé, on peut faire des échanges donc du riz contre du blé pour augmenter la variété de consommation. Le principe numéro 6, les marchés sont généralement un bon moyen d'organiser l'activité économique. Ce principe signifie que les marchés où les acheteurs et les vendeurs interagissent librement permettent d'atteindre une allocation efficace aussi des ressources. Par exemple, si la demande de pommes augmente, les prix des pommes vont augmenter et inciter les producteurs à produire plus de pommes et les consommateurs à en acheter moins. Donc, sur le moyen ou bien le long terme, les prix vont commencer à se stabiliser au niveau du marché. Le principe numéro 7, c'est que l'État peut parfois améliorer les résultats du marché. Ce principe signifie que l'intervention de l'État peut être nécessaire pour corriger les défaillances du marché, que ça soit physique ou virtuel, c'est-à-dire les situations où le marché n'aboutit pas à une allocation efficace ou équitable des ressources, comme dans le cas de la sélection adverse ou de l'aléa moral, dans l'asymétrie d'information. Dans ce cas, le gouvernement peut imposer des certifications, des accréditations, tout simplement des notations. On peut aussi donner l'exemple d'une usine qui produit l'air. Donc, dans ce cas aussi, l'État peut imposer une taxe sur la pollution ou réglementer tout simplement des émissions pour réduire les externalités négatives. Principe numéro 8, le niveau de vie d'un pays dépend de sa capacité à produire des biens et des services. En d'autres termes, plus un pays est productif, plus il peut offrir un niveau de vie élevé à sa population. Par exemple, si un pays investit dans l'éducation, dans la santé, les infrastructures et la technologie, il va augmenter sa productivité et son revenu par habitant. Si aujourd'hui le Sénégal, qui a un potentiel de croissance important, parvient à doubler sa capacité de production en misant sur ses hydrocarbures, sur son gaz naturel et ses énergies renouvelables, bien sûr, il peut augmenter de manière considérable le revenu par habitant ou bien le PIB par habitant. Cela va augmenter le niveau de vie du pays. Le principe numéro 9, c'est que les prix augmentent lorsque le gouvernement imprime trop de monnaie. Là, on parle du gouvernement, mais c'est le gouvernement ou la banque centrale. Ce principe signifie que la création excessive de monnaie, l'impression de monnaie par exemple, ou bien la création de monnaie par la banque centrale, par l'autorité compétente, entraîne une inflation. En d'autres termes, cela va provoquer une hausse générale des prix. Par exemple, si on finance les dépenses, si un gouvernement finance ses dépenses en imprimant de la monnaie, il va augmenter la quantité de monnaie en circulation et ainsi réduire sa valeur. Le principe numéro 10, qui est le dernier, c'est que la société fait face à un arbitrage à court terme entre cette inflation dont on vient de parler et le chômage. Ce qui existe une relation, c'est qu'il faut comprendre qu'il existe une relation inverse entre l'inflation et le chômage à court terme. Par exemple, si le gouvernement stimule la demande globale par une politique monétaire ou une politique budgétaire expansionniste, il va réduire le chômage mais augmenter l'inflation. À l'inverse, si le gouvernement freine la demande globale par une politique monétaire ou budgétaire restrictive, il va réduire l'inflation mais augmenter le chômage. Cela revient au cours de et pour ainsi dire que pratiquement les 10 principes sont s'enchevêtrent et sont interdépendants.